Salut, c'est Rudy, et avant de vous partager mon épisode du jour, je souhaitais vous parler d'un projet que j'ai lancé récemment. En effet, après presque un an d'existence du podcast, je me suis rendu compte de quelques manques entre guillemets concernant certains sujets qui pourraient aider à mieux performer. N'étant évidemment pas un expert dans la pratique du kayak, je suis toutefois depuis plus de 20 ans dans le milieu de la musculation, et c'est pourquoi je souhaite vous partager mes meilleurs conseils en rapport avec le kayak. C'est pourquoi j'ai réalisé une formation gratuite à destination des kayakistes et séistes motivés en quête de progrès. Dans cette formation gratuite, je vais vous partager des conseils techniques, avec vidéo à l'appui, sur certains exercices phares en musculation que vous pratiquez déjà. Je vais également vous partager des conseils alimentaires, et notamment sur comment prendre de la masse utile, mais aussi sur comment éviter au maximum les blessures au dos et aux épaules si fréquentes pour beaucoup. Enfin, je vous partagerai ce qui est pour moi un trait de caractère indispensable à cultiver pour aller encore plus loin, parce que votre réussite ne dépend que de vous. Si vous êtes intéressé par cette formation gratuite, cela se passe directement sur le site www.secretdukayak.org en renseignant votre email dans la petite pop-up présente sur la page d'accueil qui apparaît moins de 5 secondes après que vous soyez dessus. J'espère sincèrement que cela vous aidera. N'hésitez pas à me faire un retour après avoir suivi cette formation gratuite si vous aviez des idées, questions ou suggestions. Salut, c'est Rudy et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouvel épisode des Secrets du kayak. Le but de ce podcast est de vous partager ma passion du kayak de course en ligne et de partir à la rencontre des champions. Qui sont-ils et que font-ils pour performer au plus haut niveau ? Aujourd'hui, c'est un épisode spécial car je vous partage ma conversation avec Stéphane Jansson, fondateur de la première école de respiration en France. Cela n'est un secret pour personne, mais nous respirons. Le problème étant plutôt que nous respirons mal, de manière inconsciente. Nous avons perdu la bonne façon de respirer pour être en bonne santé et performer. C'est le pourquoi de cette conversation avec Stéphane, qui nous explique comment mieux respirer et les différents axes que l'on peut travailler. J'espère donc que l'épisode vous plaira autant qu'il m'a plu. Je vous laisse maintenant découvrir Stéphane et ses secrets. Salut Steph, comment ça va aujourd'hui ? Salut Rudy, super, merci. Merci à toi pour le temps que tu me consacres pour ce podcast. Donc ça va être un podcast spécial sur la respiration. Mais avant ça, vu que tu fais pas de kayak, moi j'ai plutôt la question de savoir comment tu en es arrivé à te spécialiser dans la respiration. Je crois savoir que tu avais été sportif de haut niveau. Ouais. Est-ce que tu peux récapituler un peu ton parcours sportif pour en arriver jusque-là ? Ouais, bien sûr. Alors, étrangement, tu verras, il y a pas de lien entre mon parcours sportif et la respiration, mais si j'avais eu les clés en respiration que j'ai aujourd'hui dans ma pratique sportive, peut-être que j'aurais fait une autre carrière. Mais voilà, j'ai fait du triathlon. Moi, j'étais nageur tout petit. Après, je me suis spécialisé dans le triathlon à une époque où le triathlon démarrait finalement. C'était début des années 90. Et puis j'en ai fait une activité principale jusqu'à faire que ça pendant 5-6 ans. T'en as fait à haut niveau ? Ouais, j'étais équipe de France militaire, équipe de France universitaire. J'ai fait mon armée à l'époque au bataillon de Joinville. Donc j'étais sur les listes des athlètes de haut niveau. Et puis j'avais la chance de m'être localisé dans le sud de la France à Salon-de-Provence et d'avoir dans ma rue le champion du monde de la discipline. Donc on s'entraînait tous les jours ensemble et donc ça faisait moi j'étais un peu le sparring partner parce que lui était très fort, Simon, mais c'était aussi pour moi de côtoyer le meilleur mondial de ce sport, et en même temps on avait beaucoup d'athlètes étrangers qui venaient s'entraîner avec nous, donc on faisait des étés assez musclés quoi. Voilà. Par la suite, t'as arrêté ta carrière sportive parce que t'étais arrivé à l'âge où tu progressais plus ? Ouais, il y a un avantage quand même et un inconvénient à s'entraîner avec le meilleur du monde, c'est que tu sais exactement où t'en es. Dès l'instant où tu te lèves le matin, tu sais exactement où t'en es dans ta pratique. Et donc je savais que par rapport à Simon, si j'arrivais à être compétitif par rapport à lui en natation, en vélo, je savais qu'en course à pied, quoi qu'il arrive, je prenais 2 minutes 30, 3 minutes sur un 10 000 quoi. Donc ça veut dire qu'à partir du moment où je posais le vélo et qu'on était ensemble, je savais que voilà, je me prenais 500, 600 mètres dans les carreaux. Et puis qu'entre lui et moi, il y avait de la place pour d'autres personnes. Donc je restais un des bons Français, mais pas non plus un des meilleurs Français, et surtout pas un des meilleurs mondiaux. Donc c'était au final, je me suis dit que c'était une expérience très très enrichissante de pouvoir vivre de son sport quelques années. Et puis j'aspirais à construire d'autres choses. Donc j'ai retrouvé ma reconversion dans une entreprise suisse qui faisait de
la stimulation musculaire, Compex pour pas la citer. Et en fait, la petite histoire, c'est que j'avais réalisé mon mémoire d'entraîneur sur cette technologie d'électrosimulation. Comment T'avais passé un diplôme d'entraîneur? Ouais, entraîneur triathlon. Ouais. T'as un BE, c'est ça? Bon, c'était pas un BE à l'époque, c'était un diplôme fédéral d'entraîneur. Okay. Et mon mémoire, je l'avais fait sur l'application de l'électrosimulation à l'entraînement du triathlète. Et surtout, je m'étais intéressé au transfert. Parce que l'électrosimulation, c'est une musculation isométrique, passive, en tout cas de base. Après, on peut la modifier, mais de base, c'est ça. Et donc, je m'étais intéressé à mettre en place des transferts dans la spécificité de chaque sport. Et alors, est-ce qu'il y avait des transferts? T'avais réussi à mettre en place? Moi, je m'entraînais comme ça, du coup, faire quelques contractions au niveau isométrique, puis hop, tout de suite, j'allais courir ou tout de suite, j'allais rouler. Et tu sentais que c'était beaucoup mieux? Bah, ça mettait tout de suite le muscle dans la bonne posture, et moi, ça me déclenchait des adaptations neuromusculaires assez intéressantes aussi, pour retrouver ma technique juste. Est-ce que t'as encore trace de ce mémoire? Je sais pas. Si je le retrouve, je serais intéressé de. Ouais, ok, faudrait que je retrouve lire. Mes files, ouais. Quand tu faisais du triathlon, là, tu dis que t'entraînais avec le meilleur mondial. Tu t'entraînais avec un fort volume d'entraînement. Et est-ce que tu faisais attention justement à tout ce qui était autour de l'entraînement, c'est-à-dire l'alimentation? Là, on va parler de respiration après. Rien de rien. C'était l'entraînement. Ouais, malheureusement, alors on commençait à intégrer un peu de musculation dans l'entraînement du triathlète. J'en faisais un petit peu. J'étais pas parmi ceux qui en le faisaient le plus. Simon en faisait pas du tout, lui. Il faisait du gainage, mais c'est tout. La nutrition, j'étais vraiment pas du tout au rendez-vous. C'est pas quelque chose que j'avais considéré en fait. Voilà, je mangeais très mal. Le sommeil, j'étais pas non plus exemplaire parce que en parallèle de ce sport-là, j'écrivais pour un magazine de triathlon. J'écrivais une dizaine d'articles par mois sur l'entraînement. Une dizaine d'articles? Sur l'entraînement, j'avais presque 10 pages. Et donc en plus de mes journées d'entraînement, je creusais. À l'époque, il y avait pas internet, donc fallait bouquiner, acheter des bouquins. Mais c'était bien, moi j'aimais bien cette époque. Ouais, c'était bien. Et donc produire ces articles. Et voilà. Et donc je mettais pas vraiment tout en œuvre, quoi. Voilà. La respiration, on commençait à intégrer un petit peu de travail d'hypoxie dans la course à pied, dans le vélo, notamment dans les échauffements. Mais c'était très expérimental, il y avait pas du tout de connaissances en fait sur ce domaine-là. Et donc je me suis même jamais dit en course, tiens, je vais réguler ma respiration en fait. Tu laissais faire? Voilà, c'était la respiration au service du mouvement, mais pas l'inverse, quoi. Ok, donc c'est pas toi qui contrôlais? Non, la respiration se régulait de manière automatique, mais moi, de manière consciente, j'avais aucune idée de pouvoir, ne serait-ce que cadencer ma respiration avec le mouvement. Ça, c'était pas du tout quelque chose que j'avais imaginé, quoi. Ok, ouais, c'est marrant parce que moi j'ai fait de la tech quand j'étais gamin et c'est vrai que moi j'avais déjà ce truc-là d'essayer de pas être essoufflé, donc de réguler un peu, de plus inspirer ou. Ouais, mais il y avait pas de règle, toi, il y a pas une recette. Voilà. Donc je pense que tous on essayait de maîtriser cette ventilation, surtout à très haute vitesse, mais c'était pas quelque chose qu'on savait. Alors on travaillait un petit peu plus paradoxalement en natation. Il y a un entraîneur la natation, quand j'en parlais à mes élèves tout à l'heure en BPGEPS, là, en natation, si tu respires mal, là, t'es essoufflé, t'es mort. Ouais. Là, t'es. Ouais, et puis ce travail est venu d'un Américain qui s'appelle Consilman, qui a été un des premiers à amener un petit peu d'apnée dans la pratique de natation sportive. C'est-à-dire respirer sur 3 temps, 5 temps, 7 temps, 9 temps, et d'essayer comme ça de faire le moins de respiration par 25 mètres. Mais pareil, on se doutait que ça devait produire quelques adaptations, mais on savait pas vraiment exactement quoi. Et est-ce que tu sentais des effets quand tu faisais déjà ces efforts de respiration? Ouais, on sentait qu'on progressait. C'est-à-dire qu'en début de saison, 3-5 temps, c'était compliqué. Et puis après, en fin de saison, on allait jusqu'à 11 temps, et puis c'était parfait. Donc on sentait qu'il y avait des choses qui se produisaient dans l'adaptation du corps. Mais voilà, de là à le traduire dans la discipline. Puis nous, on avait une discipline quand même particulière. La natation, c'était la première épreuve et c'était un mass start. Donc ça veut dire que pendant 200 mètres, t'étais à bloc et qu'il te restait derrière 1300 mètres qu'il fallait gérer. Mais pendant 200 mètres, t'étais à fond. En général, ton échauffement, ça faisait déjà 10-15 minutes que tu l'avais réalisé. Donc ta fréquence cardiaque était déjà redescendue, ta fréquence respiratoire aussi. T'étais un peu immobile sur la ligne de départ en attendant le départ. Et bon, la première bouée, t'étais un peu secoué déjà, quoi. Voilà. Et ça, on savait pas gérer cette dette d'oxygène qu'on créait par ce sprint en fait à froid.
Comment t'en es arrivé à t'intéresser à la respiration alors? Alors moi, quand j'ai commencé à bosser, j'ai fait une autre discipline. J'ai fait des arts martiaux. J'ai fait 15 ans de karaté. Et même là, en fait, la respiration n'avait pas trop de place. J'ai commencé T'avais pas le kiai, tu sais, tu cries en même temps que tu ouais, fais. t'as le kiai, mais on t'explique pas vraiment. Toi, on te parle du hara, on te parle du centre énergétique qui est juste en dessous de ton nombril. On dit que c'est important, mais on t'explique pas comment le mobiliser, comment aller le chercher. Toi, et on t'explique pas non plus, pour rentrer dans des petits éléments techniques de respiration, que la résultante de la force du diaphragme, elle est justement sur ce point-là. C'est-à-dire que le mouvement du diaphragme par sa courbure, en fait, elle se projette, enfin son mouvement se projette juste sous le nombril au niveau du hara, au niveau du centre énergétique. Donc le fait d'avoir une respiration abdominale contrôlée, ça veut dire que je vais mettre une petite tension au niveau de ma paroi abdominale pour que la force de mon diaphragme soit vraiment bien positionnée et que ça crée comme ça une mise sous pression de l'abdomen. Bah ça va me permettre non seulement d'avoir un super gainage, mais aussi de venir mobiliser cette sphère énergétique. Bon, ça je le comprends maintenant. Mais à l'époque, voilà, effectivement, on me disait le kiai, c'est un truc qui vient de profond, etc. C'est pas du tout les cordes vocales, etc. Mais bon. Alors que tu t'explosais. Voilà, t'es ceinture noire, mais t'as pas encore touché cette chose-là. Et pourtant, je suis allé m'entraîner au Japon. J'étais dans le dojo de la fédération japonaise de karaté. J'ai fait plein d'entraînements là-bas avec des grands maîtres. Personne m'a jamais parlé de ça, quoi. Voilà. Donc après, je fais du yoga. Dans le yoga, là, on commence à parler de respiration, on commence à t'expliquer qu'il faut respirer par le nez, qu'il faut effectivement respirer par le diaphragme, qu'il faut placer ce qu'on appelle la respiration Ujjayi, donc c'est une respiration un peu contrainte au niveau de la gorge, de manière à ralentir le flux. Aussi, aujourd'hui, on sait à activer le nerf vague, par exemple. Voilà. Donc, je commence à voir des petites choses au niveau respiration, on commence à sentir qu'il y a des choses. Mais surtout, l'élément déclencheur, c'est Wim Hof, en fait. Voilà, l'atelier que tu étais venu faire. Oui, c'est comme ça qu'on avait repris contact. Tu t'étais lancé dans les ateliers Wim Hof. Voilà. Et il y avait une grosse partie, je me souviens, sur la respiration. Et tu avais fait toute une présentation sur la respiration, justement. Voilà. Et donc cette respiration, elle a tout un tas de bénéfices, mais surtout elle a un effet waouh. Il y a des sensations qui sont produites par la ventilation, mais aussi par la longue apnée qui suit. Est-ce que tu peux décrire un peu comment ça fonctionne, cette respiration? En quoi ça consiste exactement? Le protocole, c'est entre 30 et 40 très très grandes ventilations. Et on insiste beaucoup sur l'inspiration. Donc très grande inspiration. L'expiration est plutôt naturelle, relâchée. Et on fait ça 30 à 40 fois. Donc là, déjà, ça va déclencher un certain nombre de sensations, surtout si on n'est pas habitué à ces grandes ventilations. Et suite à ce cycle de 30 à 40 ventilations, on va laisser l'expiration se dérouler d'elle-même. Et ensuite, on va partir en apnée après l'expiration. Et on va rester en apnée le plus longtemps possible. Et tout ce protocole, on va le faire environ 3 à 4 fois. Donc, quand je dis il y a un effet waouh, c'est déjà la surventilation. Parce que c'est pas exactement de l'hyperventilation, mais la surventilation va produire un certain nombre d'effets dans le corps un peu euphorisants, parce qu'on va vraiment oxygéner le corps. On va se rendre compte que la respiration, c'est engageant physiquement. C'est-à-dire que ça nécessite de mobiliser un certain nombre de muscles et aussi des structures. Donc ça, c'est aussi intéressant parce que ça fait appel à la préparation de la respiration. Quand on est sportif, la respiration, ça s'entraîne. Déjà, on peut comprendre ça. Et ensuite, on va jouer avec l'équilibre entre l'oxygène et le dioxyde de carbone dans le corps. C'est-à-dire qu'on va charger notre corps en oxygène pendant cette ventilation et on va échapper le plus possible de CO2 pendant l'expiration. C'est ça qui fait un effet euphorisant? Alors il y a l'effet euphorisant, il y a l'effet aussi, on va ressentir des picotements, des vibrations. Après c'est un petit peu des sensations qui sont individuelles, mais ça peut être ça peut être du froid, du chaud. Certaines personnes vont décrire même des expériences un peu mystiques entre guillemets, avec l'impression de décoller du sol ou de se détacher de son corps. Certains voient des lumières. Voilà, on va modifier la biochimie du corps. Et donc agir sur le système nerveux et donc percevoir certaines sensations. Et pendant l'apnée, comme on a joué sur cette biochimie, l'apnée va durer très longtemps. Et c'est une apnée qui est dans une zone particulière parce qu'on la réalise après l'expiration, donc dans un relâchement total du corps. C'est vraiment une expiration naturelle, c'est pas une expiration forcée, c'est vraiment l'expiration où je laisse
l'air s'échapper de mes poumons, les poumons reprendre leur position initiale d'eux-mêmes sur leur élasticité, la cage thoracique d'eux-mêmes, le diaphragme qui remonte, et tout ça, à un moment donné, s'arrête, comme dans une forme d'équilibre, et il n'y a plus aucune contrainte, plus aucune force nulle part, et on part en apnée, et grâce à la ventilation qu'on a fait avant, on va pouvoir rester en apnée 1 minute 30, 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, voilà. Et vivre ce moment de relâchement total pendant si longtemps. Et ça passe comme un claquement de doigts. Souvent, les gens, on les interroge sur votre apnée, c'était combien à votre avis? 30 secondes, 45 secondes, et en fait, ils ont fait 2-3 minutes, parce qu'on est un peu déconnecté du temps. Donc quand on fait ça, forcément, on se dit, en fait, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai juste fait de la respiration d'une certaine manière, et ça a provoqué certains résultats. Tiens, ça vaut le coup de creuser un petit peu. Si comment tu ça marche, multiplies par 3 ou 4 tes facultés ou ton temps d'apnée, tu dois dire que forcément ça doit jouer sur tes efforts. Exactement. Et puis après, quand tu répètes, c'est le principe de l'entraînement, quand tu répètes, il y a une forme d'adaptation en fait à cette apnée, le système s'organise pour mieux utiliser l'oxygène et aussi produire moins de Qu'est-ce qui s'adapte exactement? Parce qu'on parle souvent du muscle diaphragme. Alors, il y a toute la sphère ventilatoire. Ça déjà, c'est intéressant, c'est que comme je vais, si je fais ce protocole tous les jours, je vais produire entre 120 et 160 très grandes ventilations, ce qui peut être nouveau pour la plupart d'entre nous. Et déjà là, je vais travailler l'amplitude du geste, mais aussi l'efficacité musculaire du geste. Les muscles ventilatoires, c'est les muscles qui s'entraînent comme les biceps ou les quadriceps, quoi. On parle du diaphragme, est-ce qu'on parle aussi d'autres muscles? Ouais, on parle du diaphragme, on parle des muscles intercostaux, on parle du petit pectoral, on parle du grand dentelé, on parle de toute cette zone-là, et puis de la mobilité thoracique, la mobilité de la cage thoracique. Les côtes sont déformables, extrêmement mobiles, devant, derrière, au niveau du sternum, mais aussi au niveau de la cage de la colonne vertébrale. Et donc tout ça, ça s'entraîne. Ça s'entraîne de manière à pouvoir développer le plus grand volume possible, au moindre coût possible. Voilà. Il y a aussi la notion, dans un sport comme le tien, le kayak, de coût énergétique de la ventilation. Quand on est à, je sais pas si vous utilisez VMA ou PMA en kayak. Ouais, VMA, tu peux utiliser VMA. Mais quand on est à VMA, dans certaines disciplines, on va ventiler jusqu'à 200 litres par minute. Donc c'est extrêmement important. Une ventilation complète, on va dire que sur un athlète moyen, c'est 4 litres à peu près. Donc, tu vois, il faut 50 ventilations pour faire les 200 litres, donc 50 fois par minute. Ça a jusqu'à 12 à 15% de VO2 en coût. Donc, ce que j'utilise pour m'apporter l'oxygène me coûte déjà 15% de ce pourquoi je le mets en œuvre. Donc, ça va être intéressant d'essayer d'optimiser ce geste, à la fois de renforcer les muscles, à la fois d'améliorer l'élasticité des structures pour que ça soit plus léger dans le mouvement et qu'on puisse avoir un meilleur rendement de cette respiration. Donc là, on en était, t'as découvert ça surtout au début avec Wim Hof. Voilà, Wim Hof, c'est le déclic en disant, tiens, il se passe un truc sur la respiration. Ensuite, donc ça, j'expérimente tout seul au départ. Et puis, je décide de devenir instructeur de cette méthode. Et donc, je vais en Hollande d'abord et puis en Pologne ensuite pour voir Wim Hof. Et puis, un des instructeurs de Wim Hof à l'époque s'appelle Casper van der Meulen, qui se trouve être un biologiste et aussi une personne extrêmement didactique qui va non seulement nous expliquer ce qui se passe pendant cette respiration au niveau biochimique, mais aussi au niveau du système nerveux, et me donner quelques éléments déjà de compréhension de la portée de la respiration. Voilà, donc ça c'est le départ. Je repars avec ces bagages-là, et puis du coup je commence à m'intéresser à la respiration, j'achète quelques bouquins. On regardait ma bibliothèque tout à l'heure, tu parlais de Patrick McKeown, voilà, c'était une inspiration. Il y a un autre monsieur qui s'appelle Arthur Rakimov qui a travaillé beaucoup sur les travaux initiaux de Dr Buteyko, qui a beaucoup travaillé sur le CO2. Voilà, je commence à glaner quelques livres comme ça, à creuser un petit peu, et puis à faire des liens entre les différents aspects de la respiration qu'on peut travailler, et surtout les différents bénéfices qu'on peut en retirer, que ça soit dans la pratique sportive, ou dans l'approche santé, tout simplement, ou bien-être. Voilà. Tu parles du CO2. Est-ce que tu peux éclaircir, parce que tout à l'heure là, tu parlais d'oxygène, donc j'inspire de l'oxygène. On peut entraîner aussi, je crois, sa capacité à fonctionner avec plus de CO2. Ouais, c'est l'idée.
Comment ça fonctionne? Alors, déjà bien comprendre que la respiration, c'est une fonction qui peut être à la fois automatique dans sa version, c'est-à-dire régulée d'elle-même par le système nerveux autonome. Comme quand tu courais. Comme quand tu cours, comme là on est en train de parler, je suis concentré sur ce que je dis, mais pas forcément sur ma respiration. Mais aussi, je peux décider assez facilement de prendre le contrôle de cette respiration, de la modifier, de l'arrêter, de l'accélérer, de l'amplifier, et tout ça à loisir. Voilà. Je peux aussi décider de quelle zone de mon corps va respirer. Est-ce que c'est plutôt le diaphragme, plutôt la thorax? Je pourrais même décider est-ce que c'est le côté droit ou le côté gauche de mon thorax. Tu arrives à dissocier. Ouais, tu peux largement dissocier la partie musculaire si tu l'entraînes. Tu peux réaliser un mouvement très 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 lent, vraiment très lent sur l'inspiration, très lent sur l'expire. Donc ça c'est cette faculté en fait d'être à la fois autonome et consciente. Et dans sa version autonome, ce qui va notamment réguler la fréquence respiratoire et son amplitude, c'est le taux de CO2 dans le corps. CO2 qui est produit par la cellule quand elle respire, et notre système nerveux, en tout cas le centre respiratoire qui se situe au niveau du bulbe rachidien, va en permanence comme ça évaluer un certain nombre de paramètres. Le CO2 en fait partie, l'acidité du corps aussi avec le pH, le niveau d'oxygène aussi bien sûr, les différentes pressions, les mouvements, etc. Tout ça va être intégré par le centre respiratoire pour ajuster la respiration en fonction de ce qui est perçu. Notre problématique souvent, c'est que notre niveau de tolérance au dioxyde de carbone s'est abaissé avec le temps. Et c'est en général ce qu'on trouve chez des gens qui expérimentent le stress chronique dans leur vie quotidienne. Et ce stress chronique, en activant le système nerveux, va accélérer la respiration. Et en accélérant la respiration de manière insidieuse, va diminuer la tolérance au CO2. Mais ça, après, je rentre dans un cercle vicieux. C'est-à-dire que plus je abaisse ma tolérance au CO2, plus mon système nerveux décide qu'il faut respirer rapidement. Plus je respire rapidement, plus j'abaisse mon niveau de tolérance au CO2. Donc, réguler ma respiration, c'est notamment avoir un levier sur ma capacité à revenir à des niveaux de CO2 efficaces pour ma fréquence respiratoire et pour mon amplitude respiratoire. Et ça s'entraîne par des petites apnées, par exemple. Voilà, nous, on travaille à l'académie avec une méthode qui s'appelle la méthode Buteyko, avec une application iPhone qui va permettre aux gens qu'on accompagne de réaliser 3-4 séances de respiration par jour, des petites séances, de 10 minutes. On va leur permettre de produire des petites apnées avec des petits repos entre chaque. Et puis, plus ça va aller, plus on va augmenter le temps d'apnée, de manière à réapprendre à notre système nerveux à accepter davantage le CO2. Donc c'est plus par l'apnée qu'on va apprendre à mieux supporter... Alors l'apnée c'est une voie. On pourrait aussi faire ce qu'on appelle l'hypoventilation, c'est-à-dire réduire la fréquence ventilatoire par rapport à ce qui serait nécessaire. Alors, tu continues à ventiler, tu fais un effort, par exemple tu marches, tu continues à ventiler, mais moins que ce que tu devrais faire. Donc tu as une sorte d'envie de respirer un petit peu permanente, mais qui va permettre de remonter ce niveau. Le seul truc qu'il faut comprendre, c'est que on est quand même dans le plus la partie la plus intime du cerveau, qui est quand même en charge de notre survie là, parce que la respiration c'est quand même une fonction très 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 importante. Donc il faut toujours être très mesuré et très progressif. Voilà, si on va trop vite, trop loin, le cerveau se braque entre guillemets. Et donc va, de fait, abaisser le niveau de tolérance, au contraire, pour éviter qu'on le surprenne la fois d'après. Voilà. Nous, on fait de l'apnée cette année, l'apnée sportive, et le mot d'ordre de l'apnée, c'est plaisir. Voilà. Tu peux aller chercher de temps en temps, aller chercher un petit max, là, où tu vas vraiment résister, mais ça peut pas être tous les jours, parce que sinon tu arrêtes l'apnée. Voilà. C'est quoi une fréquence respiratoire normale? C'est combien de respirations par minute? Là, par exemple, quand on discute. Ce qui serait bien, c'est d'être autour entre 6 et 10 fois par minute. Ah ouais. Tu vois. Okay. C'est assez bas. Parce que justement, j'allais dire, parce qu'avec les monstres, ça calcule un petit peu, je sais pas comment ça calcule, mais, entre 6 et 10, ah ouais, donc c'est pas beaucoup, hein. Voilà. Alors, Buteyko, il dit que 6 par minute, entre 4 et 6 par minute, c'est pour lui l'optimum.
Ok. 4 à 6 Ah par ouais, mais minute. 6 par minute, c'est la cohérence cardiaque. Oui, c'est ce que j'allais dire, parce que moi, si je fais de la respiration tout seul, je peux descendre à 4 par minute, mais vraiment, faut se concentrer, car faut que je me concentre, hein. Ouais, bien sûr. Sinon, c'est pas... Et dans une optique, alors, de performance sportive, est-ce que j'ai intérêt à entraîner ma capacité à tolérer le CO2, ou plutôt à emmagasiner plus d'oxygène? Les deux. En fait, on a besoin des deux. On a besoin d'être en capacité de ventilation et de transporter de l'oxygène en suffisante quantité, mais en même temps de s'assurer que l'oxygène est bien délivré à la cellule. Et ça va plus dépendre de notre tolérance au CO2. Et puis il y a un troisième élément dans la pratique sportive, je pense, qui est cet élément d'économie de la respiration, donc de respirer juste ce qui est nécessaire. Et parfois on est en surventilation. Oui, je vois ce que tu veux dire, parce que des fois, oui, effectivement, ouais, tu vas respirer à fond. Ouais, c'est ça. Mais c'est déjà ça engage, c'est très très fort comme mouvement. Ça influence aussi la posture. Hein, quand je change mes deux volumes, on parle du caisson pneumatique sur la partie pulmonaire, mais il faut pas négliger non plus ce qui se passe en dessous du diaphragme. Sous le diaphragme, il y a toute la partie qu'on pourrait appeler hydrique ou hydraulique, qui est liée à la sphère digestive. Donc tous ces mouvements-là, ils sont interdépendants. Donc en faisant varier les différentes pressions entre le haut et le bas, je vais aussi avoir une modification de ma posture, de mon gainage, de ma qualité gestuelle. Donc c'est ça aussi qui est important à percevoir, c'est cette globalité de la respiration. C'est pas s'arrêter juste à la respiration, mais regarder ce qui se passe autour. Est-ce que malgré tout, à l'effort, alors, tu vois, si je reprends quand tu fais du triathlon, est-ce qu'aujourd'hui tu contrôlerais ta respiration à l'effort? Ouais. Et est-ce que tu arriverais à savoir comment respirer, je veux dire à quelle intensité pour pas trop respirer ou ne pas assez respirer? Ouais, je pense qu'aujourd'hui, je serais beaucoup plus en capacité d'avoir une respiration juste en termes de quantité ventilatoire et activation de la ventilation par rapport à l'apport d'oxygène réel aux cellules. Rester dans des zones qui vont me permettre justement de rester dans un fonctionnement aérobie le plus longtemps possible, et puis de maîtriser cette cadence, de coordonner la respiration avec le mouvement pour m'assurer que je respecte cet équilibre oxygène-CO2. Tout à l'heure, tu parlais de 4 fois 10 minutes par jour. Tous ceux qui nous écoutent vont dire c'est énorme, 10 minutes par jour. Ouais, c'est sûr. Mais là, c'est un entraînement spécifique qui dure 4 à 6 semaines. Okay. Où je mets un point d'honneur à rééquilibrer un élément comme la tolérance au CO2 et puis avoir des bénéfices directs sur la qualité de ma respiration, mais aussi ce qu'on a pu observer sur la qualité de ma concentration, sur la qualité de mon sommeil, la qualité de mon effort physique. Voilà, donc c'est en régulant ça, je régule plein d'autres choses finalement. Est-ce qu'on a des outils justement pour savoir si on améliore cette tolérance? Ouais, on peut la mesurer. Avec quoi on mesure ça? Alors la meilleure des mesures en fait, c'est par la respiration ou la non-respiration, et ça va être de réaliser une petite apnée dans la méthode Buteyko que l'on utilise. On appelle ça l'easy breath hold, donc c'est l'apnée simple, l'apnée facile si tu veux. Et l'idée c'est de pouvoir réaliser cette apnée en général après expiration. Pourquoi après expiration? Parce que c'est le meilleur moyen d'être toujours à peu près au même volume pulmonaire. Donc t'expires au max? Non. Ah non, pas au max. T'expires de manière naturelle. Okay. T'attends que le mouvement s'arrête de lui-même. Okay. Comme ça, c'est à peu près reproductible. Et puis je pince mon nez, parce que si je le pince pas, je vais avoir quand même des échanges, donc ça va fausser ma mesure. Donc je bouche mon nez et je vais essayer d'observer le premier signe d'envie de respirer. Le premier signal de mon cerveau qui me dit là, va falloir penser à respirer. Mais c'est pas encore une envie de respirer très forte. C'est pas un inconfort très fort, mais c'est un premier signal du cerveau qui dit là, il y a un truc qui est pas normal. Voilà. Et ce signal-là, on va pouvoir l'observer à différents endroits. Ça peut être petite tension au niveau de la gorge, une envie de déglutir, un petit peu de chaleur sur le visage, peut-être une petite contraction diaphragmatique en fonction des gens. Et ce signal-là, on va essayer de le capter à chaque fois qu'on le fait.
Et cette mesure en temps, entre le moment où j'ai arrêté de respirer et le moment où je relâche mon nez parce que j'ai perçu ce signal du cerveau, c'est un élément que je peux utiliser pour évaluer ma tolérance, puisque il faut imaginer que là, j'ai arrêté de respirer, le CO2 a continué à s'accumuler dans mon corps parce que les cellules continuent à fonctionner. Hein. Et au moment où le cerveau m'envoie le petit signal, c'est que pour lui, il y a déjà une petite alerte. Voilà. Est-ce qu'il y a un temps que tu estimes bien? Alors moi, je me permettrai pas de le dire. Je reprends les travaux de Bouteiko, qui a beaucoup. Combien de temps faut-il tenir pour être en bonne forme? Qui a beaucoup travaillé là-dessus. Donc pour lui, la zone de santé optimale, c'est 60 secondes. Ok. Voilà. La zone de travail absolue, c'est pour tous les gens qui sont entre 5 et 25 secondes. Là, il faut vraiment faire quelque chose. Okay. Quand on arrive autour des 40-45, c'est déjà acceptable. Et au-delà de 60, au-delà de 80, on est dans la performance. Voilà. Ok, ouais, ça me paraît déjà pas mal. 60 secondes en apnée après expiration, c'est pas mal. Voilà, c'est pas mal. Et vraiment, parce que comme le podcast s'adresse à des sportifs, c'est vraiment important de pas prendre cet exercice comme un exercice de compète. Voilà. C'est vraiment pas le but de dire allez, il faut que je batte ce temps. D'ailleurs, en général, quand on entraîne les gens à cette méthode avec l'application, on supprime le chronomètre parce qu'on veut vraiment associer les gens à leurs sensations. Si je me dis il faut que je fasse un meilleur temps, forcément, ce qu'on recherche, c'est le premier signal. Donc en vrai, on peut le durer encore 10, 15, 20 secondes. Mais ce qui nous intéresse, c'est de mesurer ce premier signal, cette première tolérance. Et c'est ça qui va nous permettre de voir que tous les jours, ça progresse. Voilà. Et alors pour l'autre pan, améliorer sa capacité à amener plus d'oxygène. Donc là, comment tu fais pour travailler ça? Tu sais, aujourd'hui, il y a beaucoup d'outils. Il y a, c'est Idia qui fait ça. T'as le Brief Way Better dont Sean parle pas mal en ce moment. Moi, j'ai connu les débuts avec le Power Brief. Ouais. Alors, Brief Way Better, c'est un petit peu différent. Ça va plus travailler sur ce qu'ils appellent l'isocapnie. Donc là, on travaille aussi un petit peu on travaille un peu sur les muscles respiratoires, mais aussi un peu sur la tolérance au CO2. Donc c'est intéressant d'avoir les deux. Il y a effectivement Power Breeze, moi j'utilise Aerofit qui est oui, alors est-ce que t'en es content de ça? Je l'applique partout. C'est vraiment J'ai un copain qu'on a acheté justement, un pro avec l'application, qu'on est très content. Ouais, j'avais été en contact avec le fondateur de la marque, qui est danois, qui a créé ça au départ pour les chanteurs. Voilà, et son fils qui est nageur s'en est emparé pour voir si ça pouvait avoir un impact sur sa performance. Donc là, on est que sur le travail d'apporter plus d'oxygène. Alors, dans l'application aujourd'hui, il y a aussi des petites séances liées à l'hypercapnie, justement, à quelques apnées qui vont être réalisées. Mais au départ, on est effectivement sur un travail des muscles inspiratoires et expiratoires. Voilà, c'est ça qui est aussi chouette, c'est que on va pouvoir aussi renforcer les muscles expiratoires. Et il faut surtout pas les oublier. C'est quoi les muscles expiratoires alors? Les muscles expiratoires, c'est essentiellement au niveau des muscles intercostaux. Le diaphragme, il va falloir le remonter aussi. Donc à un moment donné, je vais aussi mobiliser mes abdominaux et mon diaphragme dans l'expiration. Je vais aussi travailler, toujours pareil, la mécanique, la structure des côtes, des muscles qui vont me permettre de réduire mon volume pulmonaire. Si je veux avoir une bonne ventilation, il faut que j'ai une bonne inspiration et aussi une bonne expiration. Surtout quand je suis à l'effort. On disait tout à l'heure 200 litres par minute. La qualité de mon expiration va déterminer la qualité de mon inspiration suivante. Ça, en natation, on le sait bien parce qu'on reste la tête sous l'eau. Donc, il faut absolument que l'inspiration se passe le plus rapidement possible. Quand on va tourner la tête pour inspirer, il faut que ça soit immédiat. Donc, en général, on a déjà expiré avant de tourner la tête. Et on crée un appel d'air qui fait que les poumons se remplissent très vite. Mais dans tous les sports, c'est la même chose. Si je favorise mon expiration, à ce moment-là, j'ai une bonne régulation du CO2 qui est bien expiré et je peux remplir à nouveau mes poumons avec de l'air neuf. Mais ce travail des muscles expiratoires, il est pas, il y a pas que ça à faire. Souvent, ce qu'on voit dans l'académie, c'est aussi des gens qui sont très peu mobiles en fait de la cage thoracique et même du diaphragme.
Donc il y a déjà tout un travail là, avant de penser renforcement, il y a déjà un travail de mobilité de la structure et des muscles. Ok, donc est-ce qu'on peut dire que tu fais de la musculation du haut du corps justement pour ouvrir la cage thoracique, comme on ferait en muscu classiquement? Alors on va déjà assouplir les structures. Ok. On va déjà trouver de l'espace dans les structures. Il y a deux éléments, c'est est-ce que je peux, grâce à mes muscles, inspirer rapidement, pleinement et expirer rapidement, pleinement, mais aussi quel est le volume disponible. Voilà. Et ce volume disponible est avant tout lié à la structure. Est-ce qu'il y a une limite à l'amélioration de cette structure? Aujourd'hui, les meilleurs apnéistes, ils ont à peu près 12 litres de capacité, pulmonaire. Le Kidam moyen, c'est 4 litres et demi. Donc on a de la marge. Et puis il y a un autre élément que les apnéistes vont travailler, c'est ce qu'on appelle le volume résiduel. Qu'est-ce que c'est? Donc le volume résiduel, c'est le volume pulmonaire minimal après expiration forcée. Chez nous, c'est à peu près 1,5 litre. Donc si tu expires complètement, Ouais, il reste quand même 1,5 litre pour éviter que le poumon se collapse. Mais si je suis un apnéiste, ça va m'intéresser en fait d'aller chercher un volume résiduel encore plus petit. Pourquoi? Parce que quand je vais descendre en profondeur, mes poumons vont être soumis à la pression et leur volume va être contraint. Et si j'ai la capacité en fait d'avoir un volume résiduel plus petit, alors je vais résister à la pression beaucoup plus longtemps. Parce que volume plus petit, ça veut dire structure autour. Là, on parle des poumons là, mais les poumons ils sont attachés à des tissus. Tout est connecté dans le corps. Donc si je dois réduire le volume des poumons, il faut que les structures derrière suivent. Donc pour que ma cage thoracique puisse se comprimer aussi, il faut que la connexion entre mes poumons, la plèvre, le diaphragme, les côtes, tout ça soit très souple et très très mobile. Voilà. Donc je vais pouvoir travailler sur les deux, volume minimal et volume maximal. Et est-ce qu'on est aussi fort de base en inspiration qu'en expiration? Ça dépend. Est-ce que toi, tu as remarqué des normes ou pas là-dessus? Non. Ça dépend vraiment des individus. Ça dépend des individus. Ce qu'on observe chez les personnes plutôt sédentaires, c'est qu'il y a un déficit d'expiration. Parce qu'on est dans une inspiration assez haute, assez fréquente, mais on néglige l'expiration. Et donc ça s'observe aussi sur la cage thoracique qui est un petit peu modifiée. Voilà. Est-ce qu'on peut entraîner sa captation d'oxygène sans accessoires autres? Là, tu as parlé de la mobilité, souvent de la cage thoracique. Est-ce qu'on peut renforcer sans avoir des outils, là, comme j'ai cité? Ah bah oui. Il suffit de travailler avec une toute petite bouche, par exemple. Hein, il suffit de faire comme si on faisait un bisou. On réunit les lèvres comme ça et on réduit le débit ventilatoire au niveau de la bouche. Ça crée un frein qui va me permettre de mieux sentir en fait le mouvement et de lutter contre ce frein grâce à mes muscles. Donc c'est pas nécessaire d'avoir un outil. Je peux aussi faire la petite bouche, mettre ma langue au niveau du palais aussi pour créer un deuxième frein. Je peux créer un troisième frein en faisant ce que je disais tout à l'heure, Ujjayi, c'est la gorge qui se resserre un petit peu et qui va permettre vraiment de resserrer la gorge pour limiter le flux d'air. Donc ça c'est tout à fait possible. Ouais. Donc il y a plein de choses que je peux réaliser. Là, quand j'entends, j'ai l'impression qu'il y a plein de trucs à travailler. Et je sais que tu n'auras pas de chiffres à me donner, mais avec le recul, est-ce que tu penses que ça va améliorer drastiquement les performances de travailler ça? Il y a à la fois une notion de performance, il y a une notion de confort dans la performance aussi, je pense qu'il est important. Confort / plaisir dans la performance. Et puis, il y a tous les à côté. Je disais tout à l'heure, la respiration, c'est un système holistique, c'est-à-dire que grâce à la respiration, j'ai un impact sur ma posture. Si j'ai un impact sur ma posture, j'ai potentiellement une souplesse du corps dans son ensemble que je peux travailler grâce à ma respiration. Si j'ai une meilleure souplesse, j'ai une meilleure gestuelle. Si j'ai une meilleure gestuelle, j'ai moins de blessures. J'ai potentiellement un meilleur rendement. Donc c'est pas seulement aller chercher la respiration dans son axe, amener l'oxygène aux cellules, ça c'est un des aspects, mais c'est aussi global. Et puis l'autre élément, c'est en régulant ma respiration, faut pas oublier que j'agis sur mon système nerveux. Et mon système nerveux, c'est mon mental, mes émotions, et puis derrière mon système immunitaire, ma connexion à moi, ma connexion aux autres, mon lien social, etc., etc. Donc il y a tout un tas de pans que je peux ouvrir grâce à la respiration.
Tout à l'heure, tu parlais de cohérence cardiaque. Mhm. Qu'est-ce que c'est? Alors la cohérence cardiaque, c'est une respiration qui a été créée par un monsieur qui s'appelle David O'Hare, qui a été reprise par David Servan-Schreiber en France dans les années 90. Et c'est une mise en équilibre de notre système nerveux grâce à la respiration. En gros, on va équilibrer la phase d'inspiration et la phase d'expiration. Et la formule magique qui a été établie par ces deux personnes-là, c'est le résumé, c'est 3-6-5. Donc 3 pour 3 fois par jour. 6 parce qu'on va respirer 6 fois par minute. Et 5 parce qu'on va le faire 5 minutes à chaque fois. Ok. Donc 6 fois par minute, ça suppose d'inspirer pendant 5 secondes et d'expirer pendant 5 secondes. Alors ça a l'air simple comme ça. Mais tu vois, déjà, on est à 6 respirations par minute. Donc c'est dans la bonne zone par rapport à ce que je disais tout à l'heure sur Bouteilleco. Mais donc, faut aussi comprendre que c'est pas immédiatement pour tout le monde. Si j'ai une tolérance au CO2 très faible, ça va être engageant pour moi de tenir ces 6 respirations par minute. Si j'ai une très faible conscience de mon mouvement respiratoire, parce que j'ai jamais travaillé, ça va être très compliqué pour moi d'inspirer de manière régulière et lente pendant 5 secondes. Et pareil pour l'expiration. Donc c'est un exercice qui est simple en apparence, 3-6-5, ça a l'air d'être une formule magique très simple, mais si je veux le pratiquer de manière correcte, avec la bonne zone inspiratoire, c'est-à-dire le diaphragme, avec un bon mouvement très lent, très régulier, très fluide, sur l'intégralité de mon volume inspiratoire, dans le relâchement, je vais effectivement pouvoir avoir cet effet sur mon système nerveux d'équilibrage, mais ça suppose peut-être de quelques étapes. Moi, j'ai l'impression que ça s'apparente un peu à la respiration pour la méditation, où tu te relaxes, même s'il n'y a pas de tempo indiqué, mais c'est plus de la relaxation. Quand tu fais de la relaxation comme ça, est-ce que tu as quand même des effets positifs en dehors des effets indirects sur la performance? Dès l'instant où tu vas réguler... déjà, observer sa respiration, c'est déjà faire de la respiration. Ouais, c'est ça, voilà, ouais. T'as bien résumé la question. Déjà, si je suis en conscience de ma respiration, je fais déjà une séance de respiration. Donc ça, c'est assez facilement, on peut assez facilement le mettre en œuvre toute la journée, quoi. De temps en temps, je me surprends à être en apnée parce que je suis en train de rédiger un email et que je suis concentré, voilà. Et donc déjà, de pouvoir conscientiser ça et d'agir dessus pour réguler, c'est déjà me faire du bien. Et souvent, la méditation, c'est juste ça. C'est poser mon attention sur mon mouvement respiratoire et ça suffit à canaliser un peu mes pensées, atténuer un petit peu mon monkey mind, etc. et puis être relâché. Après, ça, c'est quelque chose aussi que je peux faire dans un effort physique, par exemple. Quand ça devient difficile, quand je suis en train de ressentir que l'acide lactique devient de plus en plus présent, que je suis en train un petit peu de me désunir, que ma technique devient un petit peu moins propre parce que je suis en train de piocher un petit peu dans mes réserves, soit je reste comme ça et puis je vais finir par me crisper et du coup avoir un rendement vraiment moins bon par rapport à la performance que je recherche, soit je me réfugie à nouveau dans ma respiration pour apaiser et être conscient de ce que je fais et potentiellement garder une forme de, j'appelle ça l'élégance, une forme d'élégance dans le mouvement, quoi. Voilà. Et c'est une forme d'élégance sous la pression. Je reste disponible. Si tu regardes les marathoniens là qui courent en 2 heures, ils ont la même gestuelle au kilomètre 1, au kilomètre 42. C'est la même technique. Pourtant, ils sont in pain depuis le début, mais ils sont impassibles, droits, fluides, et ils ont mal parce qu'ils courent à 21 km/h. Donc ça, c'est aussi une manière de rester dans la conscience de soi, dans l'écoute de mes sensations, dans la capacité à garder cette gestuelle propre malgré la difficulté. C'est ça, je rebondis sur la musculation. Parce que souvent en musculation, t'es en apnée quand tu fais de la muscu, tu crispes tout. Et j'ai cette impression, depuis maintenant un bon moment, que quand tu fais des efforts où tu te crispes, ils sont beaucoup moins transférables dans d'autres activités, quoi. C'est comme s'ils étaient plus efforts en apnée, mais ensuite quand faut respirer, tu sens que t'as pas la même coordination, justement. Et c'est un truc que je fais beaucoup avec mes élèves, justement, en coaching, c'est de leur dire,
respire, détends-toi, détends-toi, c'est le mot est un peu fort, mais décrispe ton visage, gère ta respiration, parce que souvent on a tendance dès qu'on force effectivement à se crisper Ouais, bien sûr. et ne plus être connecté à l'effort, comme tu dis. Moi, je me souviens des gars dans ma première salle de musculation où les gars, même barre vide, ils crispaient, ils étaient tout crispés, t'as l'impression qu'ils faisaient un maxi alors qu'en fait il y avait rien sur la barre, et ça te déconnecte, comme tu dis, de la difficulté de l'effort. Si tu respires mal, ça te déconnecte, et en fait tu crois que t'es à fond alors qu'en fait t'es pas du tout à fond. Ouais. Pas du tout à fond. Idéalement, je sais qu'il y aura pas de réponse non plus généraliste, mais quelqu'un qui voudrait se mettre à la respiration, justement qui est sportif, qui voudrait améliorer sa tolérance au CO2, sa capacité à emmagasiner plus d'oxygène, combien de fois par semaine il doit faire ça? Parce que tu sais très bien, quelqu'un qui fait par exemple du haut niveau, il va s'entraîner peut-être déjà 2 fois par jour. Donc si tu lui dis c'est 4 fois 10 minutes par jour, il va se dire je suis mort, je peux pas. Ah oui, non, mais... Est-ce qu'il y a un nombre minimum de séances à partir duquel on va avoir des effets bénéfiques? Non, mais il faut même pas réfléchir en nombre de séances. Je pense que l'avantage de la respiration, c'est présent tout le temps, partout. Donc si je fais déjà 2 entraînements par jour, je peux m'interroger à ce que je pourrais mettre en place peut-être pendant mon échauffement pour améliorer ma respiration. Et donc du coup, ça devient un travail dans la séance. Et c'est pas forcément une séance supplémentaire. Ouais, voilà. Donc je vais me dire sur mon échauffement de 15 minutes, je vais réduire ma ventilation, ou je vais peut-être respirer par le nez, ou je vais peut-être produire une respiration avant d'aller m'échauffer, ou voilà, il y a tout un tas de méthodes en fait pour intégrer la respiration. Je vais peut-être dans ma séance elle-même changer mon cadencement avec avec mon mouvement. Voilà. Peut-être que si je cours, je respire 3-3 et puis je vais changer pour voir ce que ça donne, un peu ce que je disais en natation tout à l'heure. Si je respire 3 temps, 5 temps, 7 temps, 9 temps, je fais de la respiration et je fais de la natation. Donc c'est plus ça en fait, c'est cette idée de travailler la respiration dans l'activité quand c'est déjà très prenant. Si par exemple j'ai pas la chance de pouvoir m'entraîner tous les jours parce que j'ai un emploi du temps, etc., là ça devient intéressant de compléter mon entraînement par un entraînement respiratoire qui devient un vrai déclencheur d'adaptation physiologique. Et pour autant, je peux rester au bureau, je peux me prendre 10 minutes de pause ici et là et faire un peu d'apnée, par exemple. Voilà. Et là, je vais progresser. Tu parles de la respiration nasale. On entend de plus en plus qu'il faut respirer par le nez depuis quelques années. Pourquoi on doit respirer par le nez? Bon, on va respirer par la bouche. Non, on peut respirer par la bouche. On va de toute façon respirer par la bouche quand les volumes respiratoires sont importants. 200 litres par minute, ça se fait pas par le nez. Pour autant, il y a déjà pas mal d'effets bénéfiques de la respiration nasale quant à la filtration, au fait que ça soit quand même une des premières barrières du système immunitaire. Donc ça c'est intéressant, ça permet aussi de réchauffer l'air, c'est intéressant en hiver. Ça permet aussi de garder l'humidité de l'air, notamment qui va être intéressante pour les poumons. Ça va aussi réguler mon débit respiratoire. Donc ça c'est important. Ça va me permettre aussi de mieux sentir mon geste respiratoire parce que justement le débit est plus fin. Et de favoriser cet équilibre entre l'oxygène et le CO2 qu'on mentionnait depuis tout à l'heure. Parce que le débit ventilatoire est plus faible par le nez, je vais de fait échapper un petit peu moins de CO2 et m'habituer à fonctionner avec un peu plus de CO2. Pour autant, c'est intéressant de pouvoir mettre en place cette respiration nasale et de voir à quel point ça va me permettre d'être plus efficace, de récupérer plus vite et de mieux sentir mon geste, tout en restant ouvert à, comme je disais tout à l'heure, à un moment donné, je vais avoir besoin de ventiler très fort et il va falloir que j'utilise la bouche. Voilà. Donc c'est respiration nasale, oui, dans certaines intensités, dans mon quotidien aussi, la nuit. Voilà, c'est intéressant de favoriser la respiration nasale la nuit. Mais c'est pas nécessairement quelque chose sur lequel je dois être complètement bloqué, quoi. Ouais, parce qu'on entend ça un peu partout. Il faut respirer par le nez, par le nez, mais bon, tu vois bien qu'à l'effort, t'es un peu. Ouais, bien sûr. Mais nous, encore une fois, dans la discipline qu'on découvre l'apnée, il y a personne qui respire par le nez. Hein, on est au bord de l'eau, on a un masque, on va tout faire avec la bouche. Ça marche aussi.
Il y a quand même une zone de la respiration nasale qui va être très en lien avec la sphère du système nerveux parasympathique. Ça va nous aider vraiment pour rester dans une zone de conscience de soi. Et puis ça peut faire un lien aussi avec la partie nutrition. Voilà. C'est vraiment quelque chose d'important de comprendre que cette zone parasympathique, ce mouvement du diaphragme qui est posé sur la sphère digestive, va non seulement agir sur la posture, comme j'ai dit tout à l'heure, mais aussi agir sur l'élément nutritionnel de notre performance. Là, tu parles, quand on respire avec le nez, que ça active plus le système parasympathique. Et un coup, j'avais entendu, alors justement, je te demande, vu que j'ai un spécialiste en face de moi, est-ce que si je narine plus par une narine que par l'autre, ça change aussi un peu l'activation du système nerveux? Ouais. On retrouve ces écrits-là aujourd'hui. On a alors c'est des choses qui viennent du yoga à la base. On parle des activations des nadis, des canaux énergétiques. Avec les hindous appellent ça Ida et Pingala. Les chinois appellent ça Yin Yang. Voilà, et donc il y a un canal qui est plus activateur et un canal qui est plus on va dire relaxant. Et alors c'est avec une narine je respire alors. Donc Ida c'est plutôt le côté maternel, voilà, plutôt gauche, voilà. Ok. Maternel et Pingala c'est plutôt Yang, plutôt activation à droite. Ok, donc c'est à droite. Et donc si mon nez est dévié et que j'ai pas les deux mêmes narines, je suis loupé quoi. C'est mort. Je suis mort, faut que je me fasse opérer. Mais à noter aussi, et ça c'est intéressant de le remarquer, que dans une même journée, on n'a pas la même ventilation par une narine et par l'autre. Et ça change régulièrement entre 1h30 et 2h30. Il y a une alternance en fait de la narine qui est la plus fluide. Voilà. Mais est-ce que toi t'arrives là, quand tu parlais, j'essayais de dissocier narine droite et gauche. Est-ce que toi t'y arrives? Ouais, mais je peux me concentrer sur une narine et l'autre, mais tu peux aussi boucher une narine. Oui, non, mais c'est pour me dire, est-ce que là, comme ça, je peux... Tu peux aussi souffler sur un miroir pour voir s'il y a un rond de buée plus important à gauche ou à droite. Tu parles de ton école de respiration. Qu'est-ce que c'est exactement? Alors la Breathing Academy, c'est une école qu'on a créée en 2021. L'idée, c'était de favoriser la compréhension de la respiration. On se revendique pas d'une méthode de respiration. On a, je pense, élaboré une méthode de compréhension de la respiration. Et ce qui nous intéressait, c'était il y a deux aspects, deux cibles, si on parle d'un point de vue marketing. Premier, c'est vraiment les professionnels de l'accompagnement, qu'on soit professionnel de santé, thérapeute, coach sportif, coach de vie. On a des musiciens qui viennent aussi. Et là, c'est l'idée de dire, voilà, la respiration peut être un élément qui va potentialiser votre pratique, permettre à vos clients, patients d'atteindre des améliorations un peu meilleures sur telle et telle zone. Et donc, c'est intéressant de venir comprendre comment fonctionne la respiration, comment dysfonctionne la respiration, et comment on peut l'améliorer. Voilà. Tout ça dans une logique de bien-être, santé, performance. Encore une fois, que ce soit une performance physique ou une performance musicale. Voilà. Ça, c'est la première destinée de la respiration, et c'était l'idée pour nous d'équiper des thérapeutes ou des accompagnants avec cet outil respiratoire, qu'ils puissent intégrer à leur pratique, et du coup faire prendre conscience à un plus grand nombre de personnes de l'importance de la respiration. Ça, c'était vraiment la mission de l'école. Démultiplier l'effet. Et deuxième élément, c'est qu'on a des formations plus courtes, sur 2 jours, 2-3 jours, sur, par exemple, respiration et sport, respiration et yoga, respiration et stress bientôt, respiration et voix, respiration et digestion, voilà. Toutes ces formations, elles se font sur Annecy? Alors, pour l'instant, oui. Après, on va les développer un petit peu partout. Mais là, l'idée, c'est de venir chercher des éléments de pratique. Voilà. Donc, on est un petit peu moins sur la compréhension. Il y a toujours un petit peu de compréhension parce que c'est notre motivation profonde. Mais on pense que dès l'instant où on comprend, on devient responsable. Voilà. Et une fois qu'on est responsable, on a le choix d'utiliser ou pas. Mais donc, c'est aussi de venir chercher des techniques pour permettre d'agir sur telle et telle sphère. Mais
ce qui nous amuse, en fait, c'est de prendre... Toi, tu parlais de cohérence cardiaque, on parlait de Wim Hof, on parlait de Oxygen Advantage avec Patrick McKeown. On a la respiration carrée, etc. Des techniques respiratoires, il y en a plein. Ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir les comprendre. C'est de savoir exactement pourquoi elles sont construites comme ça, sur quoi elles agissent, pourquoi elles agissent, et comment éventuellement je pourrais les adapter dans une progression pour une personne donnée. Voilà. Là, tu me disais que toutes les informations vont être disponibles sur le site qui est en train d'être refait. Ouais, il sort le nouveau site sort le 5 janvier. Il sera en ligne. Voilà, il sera en ligne. Voilà, et donc il y aura à la fois la présentation de l'équipe pédagogique, de la mission de l'école, des différentes formations. On a aussi toujours des webinaires tous les mois qui sont des petites séances de respiration qu'on fait online. Et là, c'est juste un flow respiratoire. On vient juste expérimenter des choses. On a aussi des ateliers plus courts, voilà, sur 2-3 heures pour commencer à comprendre comment ça fonctionne. Alors, soit des ateliers plutôt santé bien-être, soit des ateliers plutôt performance. Et puis on a du coaching aussi en respiration, parce que je te montrais tout à l'heure tous les vieux livres. Tous les bouquins des années 1920 là que tu es en train de relire. Voilà, que je suis en train de collectionner. Et dans ces livres, déjà, on se parle de rééducation respiratoire. Et c'est pas nécessairement pour des gens qui sont malades. C'est des gens qui ont besoin juste de réapprendre à respirer, parce qu'il faut pas oublier que la respiration, elle est soumise à notre système nerveux, que notre système nerveux autonome est soumis à ce qu'on est en train de vivre, à l'environnement, que ce soit l'environnement interne de notre physiologie ou l'environnement externe, et que ces deux environnements vont agir sur nous en générant des émotions, des images mentales, des schémas, et que tout ça se retrouve dans la respiration, et qu'à force, ça dénature le geste respiratoire et dénature l'efficacité de la respiration. Donc il y a besoin de reprogrammer sa respiration. Ça semble bizarre parce que on a l'impression que c'est automatique. Voilà. Tu vois, pendant qu'on faisait le podcast, c'est vrai que on n'y pense pas. Tu dis, je respire, comme toi quand tu faisais le triathlon, ou moi au début quand je faisais de la muscu, tu te crispais, puis tu pensais pas, en fait. Tu disais, c'est normal, en fait. Bien sûr. Tu pensais pas que fallait que tu réapprennes quelque chose que t'avais perdu, tu pensais même pas que tu l'avais perdu. Bien sûr. Tu pensais que c'était normal. Bien sûr. Et ça peut aller loin, vraiment, on évoquait tout à l'heure la sphère digestive, Géraldine est avec nous là, mais il y a tout un tas de dysfonctionnements de la sphère digestive qui peuvent être tout simplement liés à une respiration qui dysfonctionne. Parce que justement, tu disais tout à l'heure, ça te masse plus les organes digestifs, et donc en fait... Par exemple, ou parce que je me suis pas mis dans la bonne zone du système nerveux qui permet à la digestion de se produire correctement. T'es toujours en tension et donc tu digères pas. Ouais, exactement. Mais donc, et puis là, on mentionne ça, on mentionne la posture, on peut mentionner les fascias, on peut parler plein de choses qui vont se dérégler dès l'instant où mon système nerveux autonome n'est pas assez souvent dans la bonne zone. Voilà. T'as écrit aussi un livre sur la respiration. Donc, je lis le titre, La respiration, bien plus qu'une pratique essentielle. C'est ça. Est-ce que dedans, justement, on retrouve ce dont on vient de parler dans le podcast et plus encore? Oui, parce que t'as vu, il est long. Oui, mais oui, j'ai été surpris quand je l'ai vu tout à l'heure, il fait 350 pages. Donc, c'est ça, c'est du boulot. Oui, il est structuré, on va dire comme l'approche pédagogique de l'école. C'est-à-dire qu'il est structuré sur ce qu'on a identifié comme étant les 3 piliers. Le premier, c'est tout le sujet de la ventilation. Voilà, tout ce qu'on a mentionné sur réaliser le geste propre de la respiration, améliorer l'efficacité de la respiration, de la ventilation, travailler sur les structures, être en maîtrise de ce geste, vraiment, pouvoir le réaliser aussi lentement que je souhaite, l'arrêter quand je veux, etc. Voilà, être en pleine capacité là et pouvoir potentiellement aller chercher des potentiels ventilatoires importants si j'en ai besoin. Le deuxième pilier, ça va être ce qu'on a mentionné un petit peu avec la biochimie. On a parlé de l'oxygène, on a parlé du CO2, de leur importance. On pourrait parler de l'oxyde nitrique, qui est un autre gaz notamment de la respiration. L'idée, c'est je transporte l'oxygène dans le système vasculaire et je le libère pour que ma cellule respire. Voilà. Comment je peux optimiser ça? Et le troisième pilier, c'est justement cette connexion avec mon système nerveux autonome, l'un agissant sur l'autre et respectivement. C'est-à-dire que si le système nerveux autonome est mobilisé pour
quelque raison qu'il soit, il va agir sur la respiration. Mais si je prends le contrôle de ma respiration d'une certaine manière, en amplitude et en fréquence, par exemple, je vais pouvoir aussi proposer un état à mon système nerveux autonome. Donc je vais pouvoir par exemple, en fin de séance, pour accélérer, pour te mettre tout de suite en mode récupération. Voilà, récupération, détente, ou au contraire, me mobiliser avant une grosse charge, par exemple. Voilà. J'ai un max à faire, je vais pouvoir me mettre dans une zone tout de suite qui va être la zone de mobilisation et d'accès à mes ressources les plus efficaces. Donc je pense à ma narine droite, là, j'ai bien retenu. Voilà. Et bah super, j'arrive au bout de mes questions. Steph, et toi, est-ce qu'il y a des sujets que tu voulais aborder qu'on n'a pas abordé sur la respi? Après, je sais que c'est un sujet vaste vu que le bouquin fait quand même 350 pages, donc j'imagine qu'on va pas tout résumer comme ça. Non, moi je pense que ce qui est en partie la mission qui me passionne dans ce projet, c'est que ça soit un élément si simple de notre physiologie. Si simple et si oublié. Voilà, si oublié, si simple, qu'on maîtrise vraiment pas, à laquelle on a peu accordé l'attention. En même temps, c'est un élément qui a un rayonnement dans le corps extrêmement important. Voilà, il est au centre du corps. Le diaphragme, c'est le centre du corps. Les poumons, c'est très proche du corps, c'est protégé par les côtes, donc c'est essentiel pour nous. Ça, c'est pas un secret. Mais du coup, je vais pouvoir agir sur tellement de sphères. Voilà. Aujourd'hui, j'ai dans mon métier de coaching et d'accompagnant, j'ai une nouvelle cartographie de l'humain grâce à la respiration, grâce au système nerveux autonome, et j'ai surtout un moyen d'accéder aux différents schémas, aux différentes blessures parfois, aux différentes émotions, qui est nouveau pour moi en fait, voilà, et nouveau pour les gens que j'accompagne. Donc c'est vraiment cette portée-là qui est passionnante. On est au tout début. En parallèle, on découvre aussi un potentiel incroyable de la non-respiration. Quand je parlais d'apnée, on se dit bah oui, effectivement, on respire 20 000 fois par jour, mais qu'est-ce qui se passe quand on respire pas ? Et du coup, quelles sont les adaptations qui sont créées dans le corps quand on respire pas, et comment ces adaptations vont servir la respiration quand elle se remet en route. Et ça, c'est aussi passionnant. Il faut juste penser qu'il y a des gens qui arrivent à ne pas respirer pendant 12 minutes. Et c'est juste colossal. Et ça m'interroge aussi. Donc c'est vraiment ce qu'on est en train d'explorer. Et puis on observe quand même la rapidité de mise en action de cet outil. Ben oui, j'ai l'impression que les progrès se font quand même assez rapidement. Rien que de prendre conscience de ta respiration à l'effort, donc moi c'est quelque chose d'intéressant il y a quelques années, et tu vois tout de suite que ça change déjà ta perception de l'effort, et c'est assez facile. Une fois que tu l'as vécu, tu vas le revivre parce que de toute façon tu veux plus être dans la déconnexion, quoi. Ouais. Et dans l'effort, parce que c'est ton axe aussi, c'est ton truc. Il y a vraiment deux aspects. Il y a comment la respiration sert la performance dans l'instant. Alors, comment je peux l'utiliser pour vraiment développer mon plein potentiel. Et en même temps, il y a l'autre aspect qui me semble intéressant aussi, c'est comment je peux me servir de ma respiration pour m'entraîner, pour entraîner ma physiologie et provoquer des adaptations qui vont me servir dans la performance. Ouais, bien sûr. Mais tu vois, ça me fait penser à ça. Et c'est pour ça que aussi on fait le podcast, c'est que souvent je m'entraîne donc avec des personnes et je vois que souvent on finit les séries, elles sont vraiment très très essoufflées, alors que moi c'est pas trop le cas parce que j'ai toujours l'impression de contrôler ma respiration et donc ouais, pour moi c'est des gros axes d'amélioration. En tout cas, c'était cool d'avoir pas mal de précisions par rapport aux questions que j'avais. Puis maintenant, je vais lire le livre de toute façon. Maintenant, j'ai le livre à lire pour aller encore un peu plus loin et puis de toute façon, je vais suivre la suite de tes aventures. Avec plaisir. C'est 7 ans où ça va mener. Super. Mais merci encore de ton temps, Steph. Merci à toi, Rudy. Merci. Si vous êtes encore là, c'est que l'épisode vous a plu. Dans ce cas, je vous invite grandement à m'aider à faire grandir ce podcast en mettant une note de 5 étoiles et un commentaire d'encouragement sur l'application de podcast où vous l'écoutez et plus particulièrement sur l'application podcast d'Apple. Cela m'aidera d'autant plus à accueillir les meilleurs kayakistes français grâce à la crédibilité que vous me donnerez. Enfin, vous pouvez retrouver la retranscription écrite de cet échange sur www.secretdukayak.org. En attendant, laissez glisser et à la semaine prochaine.